Bon, alors bonjour et bienvenue aux conférences mensuelles du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires de l'Université d'Ottawa. Hello and welcome to the series of online colloquia of the Center for Research on Educational and Community Services. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous Isabelle Bourgeois et David Buetti, qui nous parleront aujourd'hui du Labo EVAL, un service d'aide en évaluation offert par les centres aux organismes communautaires. We are delighted to have here with us Isabelle Bourgeois and David Buetti, whose presentation will be about Labo Eval, a service in evaluations offered by CREX to community organizations. The conference will be held in French. Je suis Eduardo González Castillo, co-directeur du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Dans le centre, nous collaborons avec des partenaires communautaires pour co-créer et mobiliser les connaissances afin d'améliorer les politiques, les programmes et les services. Notre travail met l'accent sur l'inclusion sociale et se concentre sur la recherche appliquée, l'évaluation et la formation. Through CREX, we collaborate with community partners in the education, social service, health, and government sectors to co-create and mobilize knowledge and to improve policies, programs, services, and practices. Our work emphasizes social inclusion and focuses on applied research, evaluation, and training. Our vision in CREX is inclusive knowledge, better society. So we tried our best to pursue inclusion and participation in our research activities and relationships. Avant de continuer, j'aimerais lire la déclaration d'affirmation autochtone de l'université. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons les liens sacrés de longue date l'unissant à ces territoires qui demeurent non cédés. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Isabelle Bourgeois, qui présente aujourd'hui avec nous, est professeure au département d'éducation et chercheuse principale du centre. David Buetti, lui, il est professeur à temps partiel ici à l'Université d'Ottawa aussi, au département d'éducation, et co-chercheur dans les projets qu'ils vont nous présenter. Avant de commencer, je vais expliquer comment on va procéder aujourd'hui. Isabelle et David réaliseront une présentation de 45 minutes environ, et par la suite, nous aurons une période de discussion. L'horaire prévu pour la fin de la conférence est 13 heures, mais il est possible de dépasser cette plage horaire de quelques minutes. Vos microphones seront fermés pendant la présentation, mais vous pourrez toujours utiliser le module de conversation pour interagir avec l'auditoire. Comme je l'ai mentionné, la présentation sera enregistrée. Alors, si vous ne voulez pas que votre image soit dans l'enregistrement, vous pouvez fermer vos caméras pendant l'enregistrement. Après, pour l'échange, on va plus enregistrer. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle et David. Merci beaucoup, Eduardo, et merci à Peter pour l'invitation. David et moi sommes bien heureux d'être ici aujourd'hui et bienvenue à François, Brigitte, Michael et Marie-Ève. On est bien contents de vous voir parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite partager mon écran pour lancer la présentation. Ce ne sera pas long. Alors, très rapidement, voici un plan de la présentation. David et moi, on a divisé la présentation en 4 sections et on va vous présenter les sections en alternance. Donc, on va vraiment vous donner une bonne vue d'ensemble du Labo Eval, de ce qu'on fait et de ce qu'on prévoit faire aussi. Donc, la première question, c'est vraiment pour vous donner un aperçu général du contexte et de notre programme de renforcement des capacités en évaluation. Donc, un aperçu du labo, ce qui a mené à la création du labo et les composantes principales du laboratoire. Au Québec et dans d'autres provinces, on sait que les organismes communautaires sont tenus de rendre des comptes à leurs bailleurs de fonds en leur fournissant toutes sortes de données qui sont souvent axées sur la participation et le rendement.
Mais on sait aussi que ces organismes-là se servent rarement de ces informations-là ou ces données-là à l'interne pour appuyer leur prise de décision. Donc, nous, on a constaté cette lacune-là, comme bien d'autres, évidemment, là, en termes de gestion organisationnelle et d'amélioration continue, parce que dans le secteur communautaire, les décisions se prennent souvent sur une base anecdotique ou en réaction à un besoin émergent dans la communauté. On a créé le Labo Éval pour appuyer les organismes qui sont intéressés à évaluer leurs programmes et leurs initiatives et pour recueillir des données sur les stratégies qui permettent aux organismes de renforcer leur capacité d'utiliser les résultats des évaluations et de développer une culture évaluative qui vise justement la prise de décision qui est axée sur des données probantes. Et ce qu'on a constaté quand on a commencé à en discuter dans le secteur communautaire, c'est qu'il y avait énormément d'intérêt et d'appétit pour ce genre d'initiative-là. Donc, avant d'aller plus loin, on va définir ce qu'on entend par capacité organisationnelle en évaluation. Il existe plusieurs modèles et cadres qui les décrivent. Pour nous, les capacités organisationnelles réfèrent à la fois aux compétences individuelles et techniques qui permettent aux administrateurs de réaliser des évaluations de qualité qui répondent à leurs besoins et on réfère aussi à toutes les structures organisationnelles qui permettent la production et l'utilisation de l'évaluation dans les organismes. Donc, quand on parle de compétences individuelles, on parle vraiment de connaissances techniques qui portent sur la planification d'une évaluation, la collecte et l'analyse de données, ainsi que la diffusion des résultats de l'évaluation, donc le travail pas le travail nécessairement qu'un évaluateur professionnel ferait, mais qui va chercher ces compétences-là. Et quand on parle de structure organisationnelle, on parle de choses qui dépassent les individus, donc par exemple des procédures relatives à l'évaluation, une politique organisationnelle en matière d'évaluation et des activités qui visent le développement d'une culture évaluative là, au sein de l'organisme. Et donc, pour atteindre ces deux types de capacités-là, il y a plusieurs moyens qu'on peut employer pour y arriver, selon les besoins et le contexte de l'organisme en question. Et donc, vous avez quelques exemples à l'écran du genre de stratégies qu'on peut mettre en place pour renforcer les capacités organisationnelles en évaluation. Et ces stratégies-là peuvent porter évidemment sur le développement des compétences individuelles. Puis, on va vous donner des exemples de ça tantôt, ou sur le développement des structures organisationnelles qui appuient l'évaluation, la réalisation et l'utilisation de l'évaluation dans l'organisme. Donc, le Labo Éval part de ce point-là et donc c'est un projet qui est financé par le CRSH et par le Centre et qui vise à soutenir les organismes communautaires qui veulent développer et renforcer leur capacité en évaluation. Donc, généralement, on travaille avec des petits organismes communautaires qui ont très peu ou pas de capacité en évaluation du tout. Des fois, ils nous arrivent avec un intérêt, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Et donc, souvent, la stratégie qu'on va privilégier le plus souvent, c'est une formation de base en évaluation avec un accompagnement spécialisé qui permet aux organismes de planifier et de réaliser eux-mêmes une évaluation qui répond à leurs besoins. Et ça rencontre aussi les objectifs de l'apprentissage des adultes. Ils apprennent en faisant une évaluation eux-mêmes sur un sujet, une initiative, un programme qui les intéresse. Et donc, en même temps, pendant qu'on travaille avec les organismes qui reçoivent la formation, qui font une évaluation, on réalise aussi des projets de recherche en parallèle auxquels les organismes participent et qui visent l'avancement des connaissances sur les facteurs qui influencent les capacités organisationnelles en évaluation et l'efficacité de certaines stratégies dans certains contextes. Donc, évidemment, comme on va le voir tantôt, notre objectif ultime, c'est vraiment d'appuyer les organismes communautaires pour qu'ils puissent réaliser leur mission. Et notre façon de les appuyer, c'est de passer par le développement de leur capacité en évaluation. Donc, gardez ces deux volets-là en tête parce qu'on va en parler à plusieurs reprises aujourd'hui. Évidemment, David et moi sommes des évaluateurs, donc on ne pourrait pas se passer de créer un modèle logique pour décrire notre programme. Et donc, on l'a organisé justement selon le volet intervention et le volet recherche. Le volet intervention, c'est un programme de formation et de l'accompagnement qui est offert aux organismes qui participent.
Le résultat à court terme, évidemment, c'est que les organismes participants développent leurs compétences et connaissances en évaluation. Ensuite, qu'ils fassent l'expérience de l'évaluation pour arriver à apprécier, si vous voulez, ou reconnaître l'utilité qu'elle peut avoir dans l'organisme pour soutenir leurs améliorations, la prise de décision. Et ensuite, ce qu'on souhaite voir, c'est que les organismes continuent justement à renforcer leur capacité à plus long terme et développent une culture évaluative. Et du côté recherche, notre activité principale, c'est justement de documenter à travers des activités de recherche les stratégies utilisées, les progrès réalisés et les expériences des organismes communautaires qui participent au volet intervention. Ce qu'on souhaite voir, c'est que d'autres chercheurs, d'autres évaluateurs prennent connaissance des résultats de notre recherche et appliquent ces résultats-là dans leur propre travail de renforcement en milieu communautaire. On n'est certainement pas les seuls qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a vraiment une belle communauté de pratique au Québec et ailleurs de gens qui travaillent, qui appuient les organismes communautaires en évaluation et donc on souhaite les influencer avec les travaux qu'on réalise. Et comme je disais tantôt, l'objectif ultime, c'est que les organismes puissent être efficaces et soutenir vraiment leur communauté et soutenir les personnes qui sont souvent les plus vulnérables dans leur communauté. Donc, depuis le début du projet, en 2019, on a travaillé avec 18 organismes différents qui sont répartis dans les 5 secteurs que vous voyez à l'écran. Il y a un peu de chevauchement des fois entre les secteurs, mais c'est pour vous donner une idée un peu de la diversité des organismes avec qui on travaille. Ces organismes-là aussi sont non seulement variés au niveau de leur mission, mais aussi leur population cible, de leur structure organisationnelle, de leur taille. Donc, ça fait en sorte qu'on peut recueillir des données de recherche auprès d'organismes très variés par rapport aux stratégies de renforcement et qu'est-ce qui fonctionne dans quel contexte. Donc, pour nous, ça a été jusqu'à date très, très intéressant de travailler avec ces organismes-là différents parce que les défis sont tous différents aussi, mais ils ont toujours des objectifs en commun qui rend ça encore plus intéressant pour nous. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vais passer la parole à David qui va continuer. Merci Isabelle pour l'aperçu du labo Éval. Donc, cette deuxième partie, en fait, va porter sur le volet intervention du labo Éval, qui, comme Isabelle l'a dit, propose aux organismes communautaires un programme de formation complet qui va leur permettre de développer leurs capacités tant individuelles qu'organisationnelles en évaluation. Génial. Mais d'abord, à quoi ça ressemble la participation d'un organisme au labo Éval? Le parcours des organismes, en fait, s'échelonne généralement entre 6 et 8 mois en fonction de différents facteurs, notamment au niveau des ressources disponibles, puis la portée de l'évaluation qu'ils envisagent. Donc, dans les faits, ce n'est pas rare de voir un organisme qui entre au labo Éval dans nos services, puis qui souhaitent mesurer, en fait, évaluer l'ensemble de leurs services pour se rendre compte après coup, au fil du temps, que la portée est peut-être un peu trop grande pour ce que leur capacité, leurs ressources leur permettent. Ça fait partie des apprentissages, en fait, qu'ils réalisent par eux-mêmes dans le programme et qu'on les supporte là-dedans. Les participants au programme de formation sont généralement composés d'un ou de plusieurs membres de la direction ou du CA. Généralement, on leur recommande de suivre la formation avec une équipe parce qu'on se rend compte justement que ça facilite la division des tâches et ça peut accroître la motivation. Par contre, il y a des gens qui s'engagent en solo dans la formation et qui réussissent quand même à mener une évaluation par eux-mêmes. Aussi, notre programme de formation a été réfléchi selon un cycle de formation de 4 phases. Comme fait voir sur la figure à l'écran, les 3 premières sont vraiment centrées sur la capacité de planifier, mettre en œuvre et diffuser les apprentissages de l'évaluation, tandis que la dernière, l'institutionnalisation, elle, cherche à pérenniser l'utilisation de l'évaluation comme une pratique organisationnelle courante. En gros, on cherche ici vraiment à favoriser l'émergence d'une culture évaluative dans les organismes communautaires. La porte d'entrée des services au labo Éval, c'est l'analyse des besoins. C'est la première étape qu'on fait systématiquement à travers l'ensemble de nos participants. Son objectif, en fait, est double. Le premier, c'est qu'on souhaite mesurer les capacités initiales des organismes
ce qui va nous permettre en fait de voir l'efficacité des stratégies qu'on utilise. Donc, c'est un premier regard, une photo des participants et de leur capacité avant le suivi. Ensuite, c'est un bon moment pour nous de discuter de leurs attentes, puis de cibler en fait un projet préliminaire qui va leur permettre d'avancer dans leur formation. Et aussi, en fait, ça nous permet de tout de suite déterminer les modalités d'accompagnement qui sont les plus appropriées. Comme par exemple, on avait un organisme qui était entièrement constitué de bénévoles, qui était peu disponible durant la semaine. Donc, c'est durant l'analyse des besoins qu'on a convenu qu'un suivi la fin de semaine, parce que oui, des fois, les chercheurs sont amenés à travailler le week-end, était le plus approprié pour leur donner du soutien qui était efficace dans ce cas-là. L'analyse, comment elle est effectuée, en fait, on utilise plusieurs moyens pour la faire. D'abord, une entrevue semi-structurée, souvent avec l'équipe qui va être responsable de l'évaluation. L'entrevue peut durer environ 45 minutes, approximativement. D'une analyse documentaire, par exemple, on va analyser des rapports annuels pour voir comment l'évaluation est rapportée dans ces documents ou c'est quoi leurs outils d'évaluation qu'ils utilisent présentement. Pour capter les effets puis la satisfaction des services. Et enfin, un outil de mesure des capacités d'évaluation qui provient des travaux d'Isabelle et qui a été adapté aux réalités du milieu communautaire par mes travaux au doctorat. C'est ensemble, c'est la mise en commun de ces différentes sources qui va nous permettre de faire en fait, de bien capter, de bien cibler les capacités initiales en évaluation, puis de poser un diagnostic sur la situation organisationnelle. Une fois que l'analyse est complétée, les participants ont accès au programme de formation en ligne. Au départ, on réunissait les participants, les organismes participants en présentiel, mais évidemment, avec l'arrivée de la pandémie, ça a fait en sorte qu'on a dû repenser notre approche et on a créé une formation en ligne. Avec le temps, on réalise que ce format facilite en fait la collaboration entre les membres d'une équipe parce que ça leur permet justement de pouvoir travailler sur le contenu, chacun de leur côté, puis de se réunir par la suite pour faire les activités proposées dans le cadre de la formation. On se sert de la plateforme Google Classroom, qui est une plateforme gratuite disponible avec les logiciels Google et où on a réuni l'ensemble de nos ressources puis activités qui sont réparties dans les 7 modules que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ces 7 modules représentent les 7 thèmes qu'on aborde et qui vont permettre le renforcement autant des capacités individuelles que organisationnelles. Pour compléter un seul module, on parle d'environ 2 heures si le participant ou les participants utilisent l'ensemble des stratégies qui sont utilisées. Et un fait intéressant également, c'est que depuis quelques semaines, le programme est aussi offert en anglais. Donc, l'ensemble du matériel qui est inclus dans les modules ont été traduits et sont maintenant disponibles. Un point particulièrement intéressant, en tout cas selon nous, de cette formation, c'est qu'elle a été conçue avec et pour le milieu communautaire. Donc, d'abord, c'est bon de mentionner que le programme s'appuie sur l'apprentissage expérientiel. Donc, c'est une approche qui cherche à refléter le plus fidèlement possible la réalité des personnes apprenantes pour qu'ils puissent mettre en pratique de façon très concrète les apprentissages qu'ils vont faire à travers les modules. Donc, dans le but de maximiser l'apprentissage expérientiel, qui, elle, requiert à ce que la formation reflète les réalités des participants, bien, on a conçu le programme de façon participative en intégrant des représentants du milieu communautaire, puis des spécialistes sur l'évaluation communautaire. Donc, c'est ensemble qu'on a travaillé le contenu et ça a permis vraiment d'identifier des stratégies pertinentes, puis des ressources additionnelles que sans eux, en fait, on n'aurait probablement on n'aurait pas pensé et qui facilite grandement la vie des participants. D'ailleurs, il y a un article qui porte sur le processus participatif qu'on a utilisé pour le développement de ce programme de formation qui a été soumis à une fin de possible publication dans la revue Reflet. C'est une revue francophone qui est gérée par l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Maintenant, pour vous donner un aperçu des stratégies pédagogiques qu'on utilise dans le cadre de la formation, d'abord, c'est chacun des modules, des 7 modules, contient des capsules pédagogiques avec des ressources et vidéos intégrées.
Ça veut dire que la personne peut tout simplement cliquer sur les capsules qui l'intéressent pour avoir plus d'informations sur le contenu ou cliquer sur les liens pour aller directement sur les ressources qui lui apparaissent pertinentes. Les capsules, elles, vont venir découvrir le processus d'évaluation de renforcement en plusieurs étapes qui sont un peu plus digestibles, concrètes, claires pour les participants. Les capsules aussi sont disponibles en tout temps, donc ça permet justement aux membres d'une équipe de pouvoir progresser à leur rythme et de consulter le matériel qu'eux trouvent le plus pertinent à leur apprentissage. Aussi, chacun des modules contient des ateliers de travail collectif. Donc, ces ateliers offrent des activités de réflexion pour que les participants puissent se réunir et réfléchir sur ce qu'ils ont vu lors des modules au préalable. Par exemple, on peut voir à l'écran une capture, capture d'écran de notre atelier qui vise la conception d'un modèle logique. Donc, l'atelier comprend plusieurs questions pour venir justement structurer la discussion d'équipe et concevoir ensemble le modèle, une première ébauche du modèle logique. L'ensemble des modules comprend également un test de connaissances puis un forum de discussion. C'est des outils qui permettent aux participants justement de pouvoir vérifier s'ils comprennent bien la matière qui a été vue, puis de pouvoir échanger leur expérience avec d'autres participants qui suivent la formation en même temps qu'eux. C'est des outils aussi qui sont pratiques pour l'équipe parce que ça nous permet de voir, surtout au niveau des tests de connaissances, si un participant qui présente certaines difficultés de compréhension ou qui rencontre des barrières durant le processus. Donc, ça doit arriver, par exemple, qu'un participant avait un score très faible à un des tests de connaissances, puis ça nous a permis justement d'aller vers lui puis de lui demander un peu plus, est-ce que tu as bien compris qu'est-ce qu'il y a en lien avec la matière, le contenu de ce test. Évidemment, comme l'ensemble des outils, les participants sont encouragés à les utiliser le test de connaissances ou le forum, mais ça reste facultatif. L'idée ici avec l'apprentissage expérientiel, c'est que c'est les participants qui vont décider c'est quoi le contenu, la matière qui est la plus pertinente à leur apprentissage. Donc, c'est des outils disponibles, facultatifs, utilisés par certains, mais pas par l'ensemble. Le programme de formation, en fait, comprend aussi des guides pratiques qui permettent aux participants de planifier et d'animer par eux-mêmes les étapes clés en lien avec l'évaluation. Comme on peut voir à notre gauche, on a une capture d'écran ici du guide qui porte sur l'interprétation collective des données collectées lors de l'évaluation. Donc, en utilisant le matériel puis les informations qui se trouvent dans le guide, les participants vont pouvoir eux-mêmes organiser puis animer des rencontres qui sont dynamiques et qui vont leur permettre de pouvoir interpréter collectivement les données et de tirer des conclusions pertinentes. Donc, ça leur donne plus d'autonomie quant aux manières de procéder puis d'animer l'atelier ou l'étape en soi. Il y a aussi des ressources, en fait, le programme contient aussi des ressources pédagogiques qui sont destinées à informer et motiver les parties prenantes à la démarche. C'est une comme on peut voir à la droite, en fait, là, comme une vidéo qui nous montre justement, qui explique c'est quoi l'évaluation en 2 minutes. C'est à la demande, en fait, du comité de pilotage qu'on a ajouté ces vidéos parce qu'on se rend compte qu'il y a un fort taux de roulement dans les organismes communautaires et que, merci Michael, et que il y a un fort taux de roulement dans les organismes communautaires, puis souvent, une nouvelle personne arrive dans l'équipe et ne sait pas c'est quoi l'évaluation. Enfin, comment on fait pour la renseigner, pour l'informer rapidement? C'est le genre de vidéos qu'on propose pour justement les informer. On peut d'ailleurs visionner une capsule pour vous donner une idée à quoi ça ressemble. On vous invite à participer à une évaluation? Génial. Mais d'abord, qu'est-ce que l'évaluation? Trop souvent, on améliore nos interventions sur la base de notre intuition ou de notre ressenti. Mais parfois, notre intuition nous joue des tours, ce qui engendre de la frustration, de la mécompréhension ainsi qu'une perte de temps et de ressources. Heureusement, un moyen plus fiable existe. Il s'agit de l'évaluation. L'évaluation cherche aussi à prendre des décisions et à améliorer les interventions. Mais contrairement à l'intuition,
Elle utilise une démarche structurée pour répondre à vos préoccupations à l'aide d'informations crédibles. Les informations utilisées dans l'évaluation proviennent de différentes méthodes, comme les sondages, les groupes de discussion et j'en passe. Ainsi votre équipe, en travaillant ensemble sur l'évaluation, sera mieux en mesure de documenter et partager vos bons coups et vos leçons apprises par l'évaluation. Améliorer vos interventions actuelles et en développer de nouvelles. mettre en valeur vos réalisations et obtenir du financement pour garantir la pérennité de vos interventions. Alors, êtes-vous prête et prêt à vous lancer dans l'aventure de l'évaluation? Si oui, sachez que toute l'équipe du Labo Eval est là pour vous soutenir dans votre démarche. À très bientôt. Pour plus d'informations sur le Labo Eval, écrivez-nous ou visitez notre site web. Alors voilà, ça vous donne un petit aperçu, courte vidéo qui utilise du langage clair, simple, accessible pour différentes parties prenantes, qu'elles soient au fait de l'évaluation ou non. Donc, ça permet justement de les informer. Un aspect aussi qui est particulièrement important de notre programme de formation, c'est l'accompagnement individualisé qu'on offre aux participants. Donc, en fait, il y a généralement deux types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement sur demande qui peut se produire à tout moment du suivi du programme de formation, puis il y a aussi des accompagnements de suivi. Les accompagnements de suivi, en fait, sont prévus après chacun des modules pour permettre justement de revoir les ateliers qui ont été complétés par l'équipe, ce qui permet justement à l'équipe de leur offrir des conseils, des rétroactions qui sont pertinentes. En général, les personnes apprécient beaucoup les conseils, les explications, les suivis qui sont offerts lors de ces rencontres qui prennent place en ligne. D'un autre côté, les rencontres de suivi permettent aussi à l'équipe de collecter des données sur l'expérience puis l'appréciation des organismes dans la formation. C'est pourquoi les accompagnants puis les suivis ont toujours une double visée. D'une part, de pouvoir soutenir en temps réel les personnes dans leurs préoccupations, mais également de documenter leur expérience appréciation qui va venir alimenter directement le volet recherche de Labo Eval, qui est fondé sur les études de cas et que Isabelle va développer un peu plus tard dans la présentation. Une autre stratégie qui est utilisée, qui n'est peut-être pas pédagogique, mais qui est quand même très utile, c'est les ressources humaines additionnelles. Donc, c'est une stratégie de renforcement qu'on utilise pour justement venir combler les lacunes au niveau des ressources humaines ou les lacunes au niveau sur le plan méthodologique que certains des organismes peuvent avoir. En général, on cherche à ce que les organismes puissent elles-mêmes mener, planifier et mettre en œuvre l'évaluation de façon autonome, mais dans certains cas, c'est tout simplement pas possible à cause d'un roulement de personnel, d'un manque de capacité à l'interne. C'était le cas, par exemple, d'un organisme qui était composé de seulement 2 salariés et qui cherchait à faire un sondage téléphonique auprès de 146 personnes. L'étudiante qui a fait les appels, en fait, a été essentielle dans la réussite de l'évaluation. Mais en même temps, l'expérience, en fait, était bénéfique pour l'étudiante qui avait peu d'expérience à ce moment-là en évaluation. Donc, c'est une situation qui est gagnante-gagnante, autant pour l'organisme qui reçoit des ressources spécialisées, autant pour les étudiants qui, eux, peuvent développer leurs propres compétences en évaluation. Encore là, Isabelle va en parler davantage dans le prochain volet. C'est généralement durant l'analyse des besoins qu'on va déterminer s'il y a un besoin de ressources additionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que ça donne le Labo Eval? Qui de mieux placé pour en parler que nos participants? Je vous propose autre mini-capsule de 3 minutes qui relate l'expérience de 3 de nos participants. Louise Fortin, directrice générale des Services Camet. Services Camet est une entreprise d'économie sociale au soutien à domicile. Nous avons demandé de l'aide à Labo Eval quand nous voulions évaluer auprès de notre clientèle si les services rendus par l'organisme étaient de qualité et d'identifier les impacts de ceux-ci sur la qualité de vie des personnes âgées. Nous voulions également évaluer auprès des préposés d'aide à domicile les apprentissages acquis par les nombreuses formations antérieures et les besoins futurs.
Par LaboEval, nous avons eu recours à du soutien individualisé pour réaliser nos évaluations, ainsi que des activités de formation, du matériel pédagogique et des services conseils. Les résultats obtenus des évaluations nous ont permis de nous assurer une gamme de services complets et de qualité en soutien à domicile. Bonjour, je m'appelle Sylvie Gauthier, je suis la directrice de Naissance Renaissance, qui est un organisme qui offre des services en périnatalité, qui a pour mission de soutenir les parents pendant la période entourant la naissance d'un enfant. Alors, pour nous, ça a été extrêmement utile. Dans un premier temps, les évaluations, nous, on ne connaissait pas ça. Alors, on faisait ça à la mitaine, en posant des questions à l'aveuglette. Ça nous a permis de développer une expertise qu'on détenait pas du tout avant. Alors, l'évaluation, c'est un processus rigoureux qui passe par des cadres logiques. Alors, ça nous a permis de beaucoup mieux cibler ce qu'on voulait savoir, puis nos questions, où on voulait aller. Alors, ça a eu pour effet, dans les deux cas, de nous faire réviser tous nos questionnaires d'évaluation qui maintenant ont intégré de nouvelles questions qui vont chercher beaucoup plus que juste la satisfaction des utilisateurs, mais aussi l'impact du service sur la vie des utilisateurs. Bonjour tout le monde, Christian Pépin, je suis intervenant à l'organisme La Passerelle. On est situé à Nicolet. Dans le fond, notre organisme est en aide à la famille, à l'entourage, dont un membre a une problématique de santé mentale. Dans le fond, on a fait appel à LaboEval parce qu'on constatait une fluctuation quand même importante au niveau de nos groupes de soutien. Fait que LaboEval nous a permis, dans le fond, d'avoir un petit peu plus clair là-dessus. Aussi, a fait en sorte que on n'avait pas vraiment de ressources disponibles pour vraiment aller dans un processus aussi élaboré que ça. Et un gros merci à LaboEval là-dessus. Génial. Donc, comme on vient de l'entendre, et c'est le cas pour la majorité des participants avec lesquels on travaille, évidemment, les retombées du LaboEval se font sentir tant sur le plan individuel, des capacités individuelles qu'organisationnelles. Pour en nommer quelques-unes au niveau individuel, clairement, il y a une meilleure reconnaissance du rôle et de l'importance de l'évaluation. Puis je tiens à préciser ici du rôle de l'évaluation pour l'apprentissage puis l'innovation des pratiques. Souvent, dans certains cas du moins, lorsque les participants nous approchent, l'évaluation est perçue comme un outil pour aller chercher du financement, rendre des comptes aux bailleurs de fonds. Mais on se rend compte à travers le temps, à travers le temps, que l'évaluation peut être aussi très bénéfique, tant par son processus, parce qu'elle permet d'aller chercher plusieurs parties prenantes, mais aussi par les résultats qui vont être obtenus pour eux, pour l'amélioration, puis la création de nouveaux services, par exemple. C'est un aspect que je trouve très important de dire, puis qui est souvent, en fait, qui est un aspect très important de nos retombées. Également, qu'est-ce qui a été mentionné dans la vidéo, comme dans d'autres participants, évident, l'augmentation des connaissances et compétences en matière d'évaluation, puis une motivation accrue pour utiliser l'évaluation de nouveau. Au niveau organisationnel, on parle souvent de l'amélioration des outils, des services, des activités, et même de l'ajout de responsabilités en lien avec l'évaluation dans les postes existants ou les nouveaux postes à venir dans l'organisme. Donc, pour le volet recherche, merci David. Du côté de la recherche, on fait, comme David l'a expliqué, aussi des travaux en parallèle. Le matériel principal pour le volet recherche, ce sont des études de cas. Donc, on réalise une étude de cas pour chaque organisme participant et ça constitue vraiment les données brutes de nos projets et on les développe à partir des mêmes éléments que David a notés tantôt quand il parlait de l'analyse de besoins, ainsi que certains questionnaires et rapports qu'on demande aux organismes de nous soumettre tout au long de leur démarche. On consigne aussi beaucoup nos observations quand on travaille avec les organismes qui nous permettent aussi d'aller un peu plus loin au niveau des données qu'on recueille par rapport à leur motivation, par rapport à la fréquence des rencontres, par exemple, à la profondeur des discussions. Ce sont toutes des choses que nous, on va consigner dans notre espèce de journal de bord pour avoir ensuite un peu plus d'informations qui nous permettent d'interpréter le reste des données.
Et donc, les études de cas suivent toute la même structure pour nous permettre de faire plus aisément des comparaisons entre les organismes. Et donc, vous avez la structure typique à l'écran. Ce n'est pas très compliqué. On présente l'organisme, on le décrit un petit peu. Ensuite, on donne les résultats de l'analyse des besoins qui a été faite au départ. On présente les stratégies de renforcement qui ont été mises en place. Donc, très souvent, c'est de la formation. Des fois, il peut y avoir d'autres choses aussi qu'on va ajouter. Et on va parler des résultats ensuite, des stratégies utilisées, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à tout ça. Et donc, ces études de cas-là nous permettent de faire deux types d'analyses. Ils nous permettent de faire une analyse de cas comparative inductive, qu'on appellerait cross-case analysis en anglais. Donc, c'est une analyse qualitative thématique où on compare divers aspects comme le contexte, la structure organisationnelle et les résultats des stratégies. Et aussi l'analyse qualitative comparative déductive, donc Qualitative Comparative Analysis. Donc, c'est une analyse qui est plus déductive, qui cherche à identifier les conditions causales qui soutiennent divers résultats souhaités en termes de renforcement des capacités. De ce côté-là, on a déjà réalisé une analyse préliminaire des données qu'on a présentée au Congrès national de la Société canadienne d'évaluation en juin. Et on peaufine actuellement là, ces données-là. On creuse davantage dans nos études de cas pour améliorer un petit peu notre approche analytique et produire toute une analyse complète là, des données de tous les organismes participants. Et donc, jusqu'à présent, on a soumis 2 articles qui sont fondés sur les activités de recherche du labo et qui vont donner suite à d'autres publications là, qui portent sur la mesure des capacités organisationnelles en évaluation qu'on a déjà produites. Le premier, c'est l'article dont David parlait tantôt, qui porte sur cet aspect-là de développement d'un curriculum de manière participative et qui va être publié dans la revue Reflet. Et on a aussi produit un article de recherche qui porte sur les besoins de ceux qui assurent le renforcement des capacités, donc des builders, si vous voulez, en anglais, parce que c'est un domaine de recherche qui est quand même assez peu connu. Et il y en a plein de gens dans toutes sortes de fonctions différentes qui font du renforcement des capacités en évaluation des organismes communautaires, mais ces personnes-là ont elles-mêmes besoin de développer certaines capacités. Et donc, on a écrit un article qui explore tout ça, qui est en révision actuellement. Les articles prévus, il y en a un qui va porter sur l'analyse qualitative thématique et l'autre va porter sur l'analyse qualitative comparative. Et donc, ça, c'est en rédaction actuellement cette année. Et on travaille aussi sur un ouvrage d'introduction à l'évaluation de programme qui va être utilisé en complément au module de formation en ligne, ainsi qu'à nos étudiants dans nos cours d'évaluation au cycle supérieur. Donc, ça va être un outil en libre accès électronique, pas un outil, un ouvrage en libre accès électronique là, qui devrait être disponible cette année. On a reçu du financement de l'université pour créer cette ressource pédagogique-là et donc, ça devrait être prêt vers la fin avril. On espère pouvoir lancer cet ouvrage-là vers la fin avril. Une des choses qui est particulièrement importante pour David et moi, c'est de contribuer à la diffusion des connaissances en français, comme on le fait aujourd'hui. Et on prévoit 2 contributions importantes cette année par rapport à ça. Donc, premièrement, on a déposé une proposition de colloque à l'ACFAS qui va porter sur l'évaluation en milieu communautaire et qui va réunir des chercheurs, des bailleurs de fonds, des praticiens, des spécialistes. Et donc, on se croise les doigts pour que ça soit accepté et qu'on puisse organiser ce colloque-là. Et David a parlé un petit peu de l'article qu'on a préparé pour la revue Reflet, mais ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train de préparer le numéro spécial dans lequel cet article-là va paraître. Et donc, qui devrait être disponible, on l'espère, vers la fin automne et qui va proposer, ce numéro complet va proposer de jeter un éclairage différent sur l'évaluation par et pour les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale. Donc, on a bien hâte de lancer ce numéro-là parce que les articles et les récits de pratique qui sont présentés sont vraiment, vraiment intéressants et donnent des très bons exemples de comment le secteur communautaire peut se mobiliser et utiliser l'évaluation comme outil réel de gestion, de planification, d'amélioration, etc. Évidemment, on est un
projet de recherche et donc, il est vraiment essentiel de contribuer à la formation des étudiants. Donc, David a parlé du rôle des étudiants quand on a besoin d'ajouter des ressources supplémentaires là, aux organismes. Et donc, ça, c'est un aspect important qui est vraiment intéressant parce que ça permet aux étudiants d'acquérir de l'expérience en évaluation, mais on demande à des étudiants de faire plein d'autres choses aussi. Donc, les étudiants ont été impliqués dans toutes les tâches que vous voyez à l'écran, du recrutement des organismes jusqu'à la préparation et la soumission d'articles. On essaie de leur donner le plus possible des expériences où ils vont interagir avec les organismes directement. Et donc, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être la collecte, l'analyse de données, ça peut être présenté aussi à des colloques, des conférences, là, tout ça pour les aider à développer le plus leur capacité eux-mêmes. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai fait un décompte rapidement dans ma tête tantôt, puis je pense qu'on a formé 4 ou 5 étudiants. Là. Il y en a 4 ou 5 assistants de recherche qui sont passés par le labo, sans compter David, qui était étudiant au début du labo. Et donc ça a vraiment contribué là, à la formation d'étudiants de manière importante. Maintenant, au niveau des leçons apprises, puis des perspectives pour l'avenir. Donc, depuis 2019, donc le début du projet, c'est clair que maintenant, on a en tête plusieurs leçons utiles qui pourraient éclairer d'autres projets similaires, soit dans le milieu académique ou le milieu communautaire. La première leçon apprise, en fait, c'est d'avoir une bonne compréhension des réalités du milieu communautaire. C'est donc essentiel pour leur proposer du matériel qui est adapté. En fait, ça vient de... Souvent, quand on parle des gens du milieu communautaire, c'est souvent un peu découragé de voir des guides qui s'adressent surtout au milieu public et qui doivent essayer de bien comprendre le vocabulaire, le langage et ce genre de document de formation, en fait, qui est issu du secteur public, sans trop de modifications qui est apportée pour refléter les capacités du milieu communautaire. Ça peut les décourager, en fait, à même tenter l'expérience. Donc, c'est pourquoi il faut bien comprendre leur réalité pour leur proposer du matériel qui est pas calqué du secteur public, mais bien adapté aux réalités, capacités du milieu communautaire. La première leçon que je viens de nommer, en fait, de bien comprendre les réalités, m'amène à la deuxième, soit l'importance d'impliquer le milieu communautaire dans le processus de conception du programme de formation. Dans notre cas, ça a été super utile pour identifier des stratégies prometteuses, des moyens, comme par exemple les vidéos que vous avez pu voir, la vidéo, mais il y en a d'autres. Ce genre de vidéos-là, on n'aurait pas pensé, nous, que ça aurait pu être utile, mais eux nous ont pisté sur le fait que, justement, le roulement du personnel, c'est important de sensibiliser d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas impliqués directement dans le processus d'évaluation, mais qui ont un impact direct sur la prise de décision. Ce genre de matériel, ça provient de eux et ça leur parle davantage que du matériel qu'on aurait créé sans trop prendre en compte leurs besoins puis leurs réalités. En fait, enfin, une dernière leçon, qui s'adresse davantage aux acteurs qui sont responsables du renforcement des capacités en évaluation, comme les chercheurs ou les organisateurs communautaires, en fait. C'est important aussi de valoriser les gains qui découlent du processus du programme de formation autant que les résultats. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est clair que s'engager dans un processus de formation va avoir des effets bénéfiques, oui, au niveau des connaissances, au niveau des capacités techniques, mais aussi d'autres effets qui sont peut-être moins visibles d'emblée, qui peuvent survenir au niveau, par exemple, du climat de l'organisme et sa vie associative. Donc, même si un organisme ne parvient pas à compléter l'ensemble de la formation, elle va quand même en ressortir gagnante, puis c'est important de faire ressortir ce genre d'effet-là. Pour vous donner une idée très claire, là, il y avait un des participants que moi, j'ai offert le suivi qui me disait que le fait que lui avait participé à la formation du labo Éval, lui avait permis de développer des connaissances en évaluation. C'est un résultat qu'on s'attendait, mais aussi de mieux collaborer avec sa directrice puis d'autres membres de son équipe avec lesquels il y a rarement l'opportunité de travailler dans d'autres contextes. Donc, oui, ça a eu un impact direct sur ses connaissances, clairement, mais aussi sur le fait qu'il travaille maintenant mieux avec les autres membres de son équipe.
Merci, Maria. Enfin, perspective d'avenir, bien que le financement du Labo Eval tire tranquillement vers sa fin, on a d'autres projets en tête pour le renouveler, puis même proposer une version encore bonifiée du Labo Eval. Le premier, c'est de penser davantage des capacités d'évaluation en termes de système. Souvent, pour l'instant, l'étude des capacités d'évaluation se fait en fonction du type d'organisme, puis on ne prête pas beaucoup d'attention aux interconnexions entre d'autres acteurs qui font partie d'un écosystème, dont celui de l'écosystème de l'évaluation pour le milieu communautaire. On pense par exemple aux bailleurs de fonds, aux partenaires institutionnels, etc. Donc, tous ces gens-là sont amenés à produire et à utiliser l'évaluation. On veut donc mieux essayer d'adapter notre offre pour sensibiliser l'ensemble des acteurs dans ce système. Deuxième approche, c'est Train the Trainer. En fait, on envisage également d'explorer la pertinence et la faisabilité d'une telle approche qui cherche à créer des champions en évaluation à partir de non-spécialistes en évaluation. Donc, comment on pourrait, par exemple, former des organisateurs communautaires à travers notre matériel de formation pour qu'eux, ensuite, puissent prendre le matériel et former d'autres personnes et offrir du soutien efficace en évaluation à d'autres organismes. Enfin, le concept de portabilité qui, lui, cherche à mieux comprendre les effets que la formation donne dans différents contextes pas seulement auprès de nos participants, mais du secteur communautaire dans sa globalité. Avant de conclure, on tient à souligner que le Labo Eval n'aurait pas été possible sans la contribution du CRSH et aussi du CREX, donc on les remercie. On les remercie beaucoup pour leur appui financier. Puis un grand merci aussi pour votre attention. Puis ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, David. Merci, Isabelle. Et la présentation était très, très intéressante.